is that wellness and care are very much moving into the everyday. Alors, consumers need brands to deliver wellness in convenient products and help them carve out the self-care alongside care for their families and their communities. En partenariat avec le SIAL. So next up, cette étude donc, to fluid states. Répertorie, mesure les comportements des consommateurs depuis 10 ans maintenant, donc depuis 2012 et même avant. En fait. Donc c'est vraiment une étude qui mesure des choses sur le temps long. Et maintenant, c'est très très précieux. En fait, hein. On est très dans le court terme, etc. Là, on voit vraiment des évolutions sur le long terme. Et c'est aussi la seule étude qui a un périmètre aussi large sur une durée aussi longue. On s'intéresse à 11 pays en 2022. Donc, vous voyez, on va des États-Unis à la Chine, en passant par 5 pays en Europe, et puis l'Israël, nouveau cette année, et également l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Inde. 5500 interviews, et donc on fait ça tous les 2 ans. Alors, depuis, premier résultat, depuis 3-4 ans, en fait, on assiste à une vraie mutation des comportements en matière d'alimentation. Comme en 2020, on a encore 3 quarts des consommateurs qui nous disent qu'ils ont changé leur consommation alimentaire ou leurs achats alimentaires dans les 2 dernières années. Donc, vraiment, 3 quarts, c'est un chiffre tout à fait considérable sur un périmètre très large. Et c'est une mutation qui a même tendance à s'accélérer dans les pays d'Asie et du Moyen-Orient. On n'a pas fini de voir des changements arriver. Et notamment, donc cette mutation, elle se fait au profit de produits plus sains, de produits plus écologiques, de produits plus locaux. Alors, première tendance, on a vraiment la santé qui est supportée par la naturalité, qui est notre tendance numéro 1. On a 7 personnes sur 10 qui sont à la recherche de produits plus sains, plus authentiques, très peu transformés, sans additifs et même voire 100% naturels. Building a community where you can be sitting in India, but discovering the national dish of, say, pays, et je vais vous en citer quelques-unes. Secondly, the dinner down. So the idea behind this was very simple: to create a dinner club where online friends could meet in real life. So members would purchase NFTs and funds are then pulled together and to pay for a physical meal. So the brand has plans to expand globally and turn it into a year-long festival. Sur des préoccupations vraiment de garder sa ligne et aussi de booster ses défenses immunitaires. Community will become le panorama de chacun des pays, mais vous voyez qu'il y a certaines différences. So one early example you can see here is Web3 community Friends with Benefits teamed up with startup drinks brand Tiger. C'est so members could purchase NFTs to vote on a new line of sparkling drinks. Donc je préfère described as the official drink of Web3. When it is launched, it will be promoted at the group's physical events before being rolled out. C'est 72% maintenant sur le périmètre. So you can see here that by 2024, the physical and the digital worlds will be even more blurred. En la matière, fluid states will be occupied and brands can build up solid communities for new product development. So once launched, you can already have your audience par rapport aux autres ready-made. pays. Donc c'est un des pays dans lesquels les attentes de naturel sont finalement Moving les moins next importantes to provoking aujourd'hui. protopias. So by 2024, the climate emergency will push consumers to demand that la recherche businesses d'immunité, and governments c'est qu'on a actively évidemment promote change. traversé une période un peu Chefs and compliquée et on y est innovators will focus probablement on encore. products and En services 2020, that preserve on the a 2 planet tiers des for gens all qui nous disent species. qu'ils sont à la So recherche de look out boosters for d'immunité. protopias. So it was a Et vous voyez, term coined by l'Israël est dans futurist Kevin le top des Kelly pays to describe more pragmatic occidentaux avec utopias 70%. to emerge. While multi-species thinking will put all Alors, of deuxième nature, not tendance, just humans, l'éthique et la at the responsabilité. center of product design. Alors là, c'est pareil, on a Regenerative practices un will vrai gain engouement momentum, en and faveur indigenous de communities will be l'alimentation recognized responsable. as On a pioneers of quasiment circular 2 tiers des gens systems qui nous and disent resource que wisdom. leurs choix Customers, alimentaires investors, and sont policies will comme des accelerate actes the adoption of civiques circular qui systems conditionnent and le monde dans lequel ils planet-positive veulent vivre. strategies. Et c'est vraiment quelque chose One qui a example été here you can see on the slide is the fauna-flora
fungi project, which is pushing for legislation around the protection of fungi, and also funding to unlock more of the magic that we know exists within the fungi world. Un nouvel intérêt so what does provoking protopias et ça c'est une look tendance like assez in nouvelle. practice? On avait historiquement small UK et US steps qui étaient towards solving some of the biggest challenges around food and the environment will start to feel more present in 2024. Alors intéressant sur ce thème-là de voir que at the heart of en fait, solutions. on a à l'échelle Plants du and fungi will be étudié, used as the basis for more applications as research emerges about how critical they are to our ecosystem. En partie pour des raisons Recognition of indigenous ingredients and foodways in solving some of the climate issues will rise, and technology will play its part in enhancing many of the new products and many of these solutions. So products that respect and help preserve nature will emerge. Mushrooms and mycelium as an ingredient will proliferate. Microbial and precision fermentation will rise, and regenerative practices for meat, dairy, and seafood and vegetables will all gain ground. So you can see here some of the examples. The top one here is Spain's Libra Foods, which is poised to launch its mushroom-based bacon next month. And then below that, US company Akua, which has this year launched its kelp crab cakes. It had already launched a kelp burger previously. And kelp is seen as one of the key ingredients for ocean regenerative farming, as it has the capacity to sequester carbon, grows very quickly, and is highly nutritious. And then finally, on the side, you can see Zero Acre Farm, which has just released the first batch of its cultured oil made via microbial fermentation. So currently, vegetable oils are the #3 most consumed food in the world after rice and wheat, and account for 20% of our daily calories. So it's a huge market to disrupt. So the startup here says that its oil has a 90% lower environmental footprint than the average vegetable oil. It's also said to contain more healthy fats than either olive or avocado oil. So you can see here that by protecting nature, we are very much advancing our planetary and individual health as well. Que les gens compensent un petit peu Moving plus. next to people power shifts. Assez so an abundance of new voices will be heard in 2024 as people find unity in diversity. Niche will become the new mass influence, overturning the common narratives that have dominated sectors like fashion, beauty, as well as food and drink. So people will seek products and systems that are designed to be shared by all. So underrepresented voices will move into positions of power. Co-creation will be expected, especially by those younger generations, the Gen Zs. And brands will need to embed people-powered initiatives into products and create marketplaces that celebrate heritage, community, and shared values. You can see here, the image here is a collaborative project called A Place of Cool Waters, which aims to transition Nairobi from a food-insecure megacity with high levels of inequality to one built on regenerative, human-centered local food systems. And this is something that is obviously increasing in importance due to the global supply chain challenges that we face today. Pour une alimentation de meilleure qualité, avec une augmentation significative de plus de 2 points par rapport power and culinary influence will be reassessed for their suitability, sustainability, and also capacity to provide for all. Centralized food systems relying on distant supply chains, and workers will be reimagined in favor of local solutions that meet local needs and elevate custodians and creators with a stake in their community. Merci, Digital Karin. platforms will further democratize culinary influence, blurring the boundaries between maker and eater, chef and critic. Merci. Donc, on vient de voir avec Karin la demande. Ce qui est intéressant maintenant de regarder ce qui se passe en termes d'offres. Alors, je suis Xavier Terlet du cabinet de conseil en stratégie et innovation alimentaire ProtéinesXTC. J'accompagne le SIAL depuis pas mal de temps et notamment je suis président du jury innovation du SIAL et je vous invite tous à
après peut-être la séance, à aller voir l'espace SIAL Innovation à l'entrée du Hall 6. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière d'offres par rapport à cette demande du consommateur? Voilà. Donc, 6 points essentiels, 6 points clés. Effectivement, je vais les revoir. Je vais commencer par le premier. So many substituts, tellement de substituts, 24%. Je vous rappelle, SIAL Innovation, on demande à l'ensemble des exposants avant le salon de nous présenter les innovations qu'ils vont proposer sur le salon. On commence au mois de juin, et donc on a terminé juste avant le salon. Et on regarde si ces produits ont un réel caractère innovant, et ceux qui nous semblent intéressants en termes d'innovation et de tendance, ils peuvent être exposés sur l'espace SIAL Innovation. 24% de ce qu'on a reçu des exposants étaient des produits végétaux, des produits de substituts. C'est énorme, un nouveau produit sur 4, que ce soit un substitut de viande. Des substituts de viande, ça peut être des produits avec des légumineuses, ça peut être des produits assez classiques qu'on connaît déjà, hein, les steaks de soja par exemple. Le premier steak de soja a été proposé par une entreprise française qui s'appelle Sojasun, maintenant Sojasun de Tribana Noyal, qui s'appelle Olga maintenant. C'était en 1998, donc c'est pas d'hier, mais arrivent maintenant des nombreux produits légumineuses, avec des légumineuses, avec du soja, avec différents types de produits, et même des produits, on voit ici 50-50, 50% viande, 50% légumineuses ou soja. Voilà. Donc c'est pas fait forcément pour les véganes, mais c'est aussi pour ceux qui végétalisent leur alimentation. Je rappelle, les chiffres, c'est les chiffres en France, mais les véganes, c'est 0,7% de la population, les végétariens, c'est 3-4% de la population. Ceux qui végétalisent leur alimentation tout en continuant à manger de la viande, du poisson et autres, c'est 30 à 40% de la population. Donc voilà, donc c'est aussi, ces produits s'adressent à eux. Et on a aussi des meat-like, des analogues comme Happivore ici, ou Beyond Meat qu'on connaît à l'étranger également, qui sont des produits qui veulent ressembler à la viande. On a également, je vais accélérer, des produits, des substituts de poisson, beaucoup de substituts de poisson, et notamment au-delà des steaks de saumon comme on peut voir ici, notamment des produits qui interviennent dans la réalisation de plats, de salades et autres, où le substitut de poisson n'est qu'un ingrédient. Alors, le marché du substitut laitier est un marché ancien qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. Les yaourts au soja, ça existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces produits avaient un discours de santé jusqu'à présent, et maintenant on se tourne vers le plaisir. C'est-à-dire que le levier pour s'adresser aux consommateurs, c'est plus trop la santé, c'est véritablement le plaisir. On a des produits à base de soja toujours, on a aussi des produits à base de chanvre, d'épeautre ou de fruits à coque comme l'amande ou comme d'autres choses. Et également le fromage. Alors il y a pas mal de substituts de fromage sur ce salon, avec des réalisations qui sont, je veux dire, plus ou moins réussies. Hein, les choses progressent. Hein, c'est des choses en termes organoleptiques qui sont beaucoup plus travaillées, avec des choses intéressantes, avec des fromages à pâte fraîche, des fromages à pâte cuite, avec des choses vraiment qui ressemblent aux produits. On peut imaginer que ce produit intègre un plateau de fromage classique pour les consommateurs. Deuxième point, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, le plaisir. Vous faites un beau métier, c'est d'apporter du plaisir aux gens par l'alimentation, et ça demeure. C'est clair que ce plaisir, il doit être garanti, mais c'est du plaisir. Alors, le plaisir, il prend différentes formes, et notamment le plaisir du goût. Et ce qu'on constate en matière d'offres, c'est qu'on joue sur le goût du consommateur, mais avec des goûts qui sont assez puissants. On n'est pas dans la... C'est pas consensuel. C'est on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas l'ail noir, par exemple. On aime ou on n'aime pas la truffe. On aime ou on n'aime pas le gingembre. C'est des goûts forts, on n'est pas dans le consensus. Et c'est des goûts qui doivent être apportés naturellement. La notion de naturalité, Karin en a parlé tout à l'heure. Donc naturellement avec des ingrédients naturels ou avec des process naturels. Ça peut être par exemple la fermentation. L'infusion, c'est une manière d'apporter du goût au produit naturellement. C'est le process qui est naturel. Ici, on voit par exemple un fromage infusé à l'ail des ours ou des légumes fermentés. C'est un goût un petit peu acide, c'est un goût on aime ou on n'aime pas là aussi. Et c'est des choses que l'on voit se développer sur ce salon. Également ce que j'appelle le premium du premium. On se fait plaisir. C'est vrai que c'est difficile, de plus en plus difficile
difficile, et surtout dans la période actuelle, de se faire plaisir avec l'inflation qu'on connaît et les différents problèmes. Et l'alimentation est parfois la seule source de petits plaisirs qu'on peut s'offrir dans la journée. Donc, voilà, le premium en alimentation n'est pas mort, loin de là. On voit ici la truitelle, par exemple, qui est une conserve de poisson, de petites truites. C'est nouveau à la conserve de poisson. C'est pas très cher, c'est différent, c'est nouveau et c'est vraiment positionné haut de gamme. Et enfin, le comfort food pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, cette volonté de plaisir et notamment qui s'est développée après l'épisode Covid. C'est vraiment le produit où on se moque si c'est gras, si c'est sucré, si c'est bon, on y va. Et on se lâche. Et ce type de produit, on en voit beaucoup sur le salon pour répondre à cette attente justement de petits plaisirs multi-quotidiens du consommateur. Amid this spirit of creative exploration, consumers will be more drawn to upbeat and energizing products. But this isn't about novel products. This is about un plaisir évidemment qui doit être garanti. On n'a pas de plaisir si on a des doutes sur ce qu'on mange. Donc le clean label et la simplicité, l'étude a montré tout à l'heure que le consommateur était demandeur de produits naturels. Et également le consommateur, il regarde quand même les étiquettes. Et aujourd'hui, il y a une offre, notamment sur les ingrédients compris du consommateur. On sait que c'est un petit peu nocif. Le sucre, le sel, le gras. Donc on voit une avalanche de produits qui ont des promesses comme ça, de 30% de moins de sucre, 30% de moins de sel, etc. Tout en ayant une dimension plaisir. On est loin des produits light des années 2000. C'est véritablement une dimension de plaisir qui est apportée. Et également la simplicité des recettes. Le consommateur refuse les ingrédients qu'il suspecte, les ingrédients qu'il ne connaît pas. Et aujourd'hui, il y a des tiers de confiance, il y a la presse, il y a des associations qui disent attention à tel ou tel ingrédient. Nitrité, par exemple, l'huile de palme, etc. Eh bien, le consommateur les refuse. Donc, mieux il comprend ce qu'il y a dans le produit, mieux c'est. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui affichent seulement 5 ingrédients, seulement 3 ingrédients en les citant. Et ça permet de rassurer le consommateur. Et on voit arriver une génération de produits assez intéressante, assez, je dirais, on est dans la gourmandise, on est dans le plaisir maximum. Là, ce sont des produits de confiserie, c'est de la barbe à papa dans un petit sachet, Too Good, et également un dessert au chocolat. Mais ces produits, vous le voyez, ont un Nutri-Score A, c'est-à-dire une note clean label la meilleure. Pourquoi? Parce que ces deux produits, le sucre a été remplacé notamment par de la fibre de chicorée qui apporte la texture et le goût sucré au produit. J'ai goûté le produit, franchement, c'est assez bluffant, il y a zéro sucre, quasiment zéro sucre. Et également la santé, on a vu la santé sécurité, c'est-à-dire ce que je mange, je me protège, c'est la santé aussi qui m'aide à me soigner, qui m'apporte un élément fonctionnel. On a vu, et on en a parlé tout à l'heure, l'immunité. L'immunité, nous on a fait un calcul chez ProtéinesXTC, on a regardé un an d'innovation avant le Covid et un an d'innovation après le Covid, multiplié par 8 la promesse immunité. Donc on voit des promesses sur les produits qui s'affichent, protection du corps, l'immunité, souvent apportée par des vitamines ou par des minéraux. L'apport les légumineuses, c'est le ciel des légumineuses, il y en a partout, les pois chiches, les haricots, les lentilles, partout dans toutes les recettes. Ici, par exemple, des pâtes aux légumineuses, ça permet aussi d'être sans gluten. Voilà, donc c'est une nouvelle recette grâce à l'ingrédient légumineuse parce que très riche en protéines. Et également des produits, des super fruits, des super légumes comme le chouquel par exemple, les super fruits souvent des baies, des graines, des super graines, des super algues, des micro-algues, la spiruline, la chlorelle, qui apportent une dimension santé au produit, mais encore une fois naturellement. Oui, alors le plant-based, on l'a dit, se développe considérablement, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement des steaks de poisson ou des steaks de viande, donc végétaux, mais également des produits qui aident à cuisiner. On a vu tout à l'heure que le consommateur allait plus vers des produits parce que c'est moins cher, c'est sympathique de cuisiner ensemble à la maison, on sait ce qu'on met dans le produit, etc. Et il y a beaucoup les véganes, les végétariens sont une population qui cuisine plus eux-mêmes à la maison que le consommateur classique. Donc c'est normal qu'il y ait une arrivée de produits d'aide culinaire végétariens
pour les végétariens, comme là des sauces, des gammes de sauces ou des fromages comme la mozzarella par exemple, des copies de fromage pour faire des recettes végétales. Également des produits alors sans œufs, c'est fait avec notamment des légumineuses, des jus de cuisson par exemple de pois chiches qui permettent d'avoir la même texture et les mêmes propriétés que l'œuf pour la cuisine végétarienne, pour ceux qui cuisinent pour les végétariens. Et voilà, et je terminerai par le dernier point, c'est évidemment l'éthique et l'écologie. Et là, ça se situe surtout au niveau du packaging, avec certains packaging intéressants qui affichent moins de matière, 30%, 40%, 50% de moins de plastique ou moins de carton que la version originale. Ou également, on avait beaucoup de produits qui étaient dits recyclables. Maintenant, ce sont des produits, de plus en plus de produits qui utilisent une matière recyclée. C'est bien d'être recyclable, mais c'est mieux d'utiliser de la matière recyclée. Et là, on le voit par exemple avec cette bouteille de lait. Généralement, en tout cas en France, le code de la bouteille de lait, c'est blanc. Là, il est légèrement gris, mais c'est pas grave. En tout cas, on est sûr. Et l'industriel l'affirme que la bouteille a été entièrement faite avec de la matière recyclée. Et puis certains produits qui affichent une empreinte carbone minimum, soit parce qu'on a compensé l'empreinte carbone, ou soit parce que véritablement l'entreprise a un sourcing beaucoup plus local et puis s'arrange pour faire baisser son empreinte carbone et communique sur le produit. Également, on observe, et ça peut être intéressant de le voir, c'est quelques produits comme ça, surtout dans le domaine des liquides, avec le retour de la consigne, avec notamment avec des bouteilles un peu plus lourdes, avec une étiquette qui s'enlève plus facilement, mais qui est également avec des partenariats avec des startups qui vont chercher les produits chez les consommateurs et qui ramènent les produits chez les consommateurs. Donc voilà, il y a des systèmes de consigne, c'est un ancien système et qui est en train de se renouveler, et c'est intéressant également de le constater. Voilà, merci beaucoup. Merci, Xavier. I have the pleasure to talk with you about the food service side of the market, which actually for quite some time it was really the growth driver that we've seen in terms of food consumption. More and more people were eating more and more away from home or bringing restaurant food into their homes. I want to talk with you about the changes in the food service industry, and certainly when we're looking into 2021 and observe the trends through our CREST consumer panel, actually the 2021 number was still way below. I mean, it was up compared to 2020. Because our industry was so severely hit by the pandemic. But still, in 2021, it was down by 11% in terms of overall consumer spend across these countries. Now, this feels like ancient history, 2021. It's only a couple of months ago, but when we really look into where are we today meaning the first half of this year, of 2022, actually it has really moderated quite a bit. We're only 3% down, very different from one country to another, but we're only 3% down compared to pre-COVID level. Almost recovered. However, one of the big problems is that when you look at the visit numbers, the number of meals that the restaurant industry gets out to consumers, that is still down double digits. And only the price, only increasing prices have really helped overall spend recover almost to the level that it was in 2019. However, tracking all the countries that we are in which we are running our services, there's really very different countries, and especially from a European perspective, still the European countries, especially my home country Germany, but also France, still down in the double digits for the first 6 months of 2022. A few show already significant increases against 2019, so pre-COVID. South Korea, US, +4%, +8%. But there is, as I said, a few countries which are still down quite a bit. And the problem is that it really depends on the different segments in which you may sit. On the right side of the slide, you see how the different segments across the European countries have developed. Total is a -9, but there is certain segments, fast casual, quick service, that has really, to a certain extent at least, benefited from the crisis, simply because they were already ready to deliver things to people's home. People were picking it up. You know, COVID never really played that role, especially also restrictions. But when we're looking into workplace cafeterias, hotel restaurants, etc., those are really down still way more than the average for the overall industry.
And that has, to a significant extent, to do with the fact that the pandemic it wasn't only a kind of a period and it phased out. It has changed our lives, our private lives, our work lives, and it will change it probably for the rest of our lives, especially things like new work. Think about workplace cafeterias really being down quite significantly. How many of us are working from home? On average, we expect that after all of COVID is over, that around 20%, differences from one country to another, but around 20% less footfall in offices, and therefore also less opportunity for workplace cafeterias. But also there's way less business travel. Private travel recovered very fast, but business travel still down. We're shopping more online. Everything has become much more digital. But also sustainability, health and well-being, COVID has really been an accelerator for these trends that we've seen prior to the pandemic, but it was really accelerating these trends to a significant extent. Now, the other problem is that there still is COVID, but there's obviously all these new concerns about disrupted supply chains, about the lack of workforce for the restaurant industry, inflation, economic uncertainty, and all of that is also driving where the industry stands today. COVID is not over, as you all know, and still for about a third of the population across all European countries, COVID is still a major concern and keeps them away from the restaurant industry. I see that as a positive thing. Once they're all kind of back, and once really COVID is eventually behind us at one point in time, there still is, really a number of people that is actually ready and willing then to go into the restaurant industry. But it's still driving our today. But then there's price sensitivity. People are getting more price sensitive than they used to be. I'm just going to look into a couple of things that we've learned from the financial crisis in 2008, 2009. And at the same time, 12 years ago, also price sensitivity was really a point that increased significantly. 60% of consumers across Europe say today, prices in restaurants have increased too much for me. So price is an issue. But at the same time, and I'm not going to go into details because Karin and Xavier have also talked about this, the health topic. Health is just a growing concern, not only when people are at home, also when they are out for restaurant meals. Also diversity, inclusion. Even those people that are what we call flexitarian, still eat meat but a little less. You don't have to be a vegan or a vegetarian to say, I really want restaurants to offer an inclusive and diverse menu, because maybe someday I want to eat vegetables or low sugar only today. As I said, sustainability was really boosted by the pandemic, which is something that we did not expect at all. Sustainability is a very growing and a very vital concern to people, also when it comes to restaurants. Restaurants should be more sustainable than they used to be. Interestingly, if we ask them for what does sustainability really mean to you, there's two topics that we did not expect in this survey to pop up so heavily and so highly. It's actually regional products as well as seasonal products. Packaging, etc., is also a topic, but seasonal and regional products actually scored highest when it comes to what does sustainability really mean to you. Now, the restaurant industry is an industry that's not only driven by how much money you have in the wallet, it's also driven by, are you willing to spend it? And the willingness to spend it is really driven by consumer confidence, people's optimism in what's happening in the future. And currently we're unfortunately really at an all-time low. Lower than during the peak of the pandemic, lower on the left side than during the financial crisis in 2008. So the other thing, and the kind of the positive thing to close with, is when you look into research these days, people are asked, where do you cut expenses? Because, times are getting tighter, where do you cut expenses? And between 50 and 80% in any research, in any country, they say the top one thing where I'm cutting expenses is eating out. I'm going less to restaurants. It's relatively easy to cut these expenses. Interestingly, and on the left side, you see data from 2009. During the financial crisis, that was the number one thing where people said, 50% of people said, I'm going to cut my expenses into the restaurant industry. On the right side, you see where the reality was. They cut by 3%.
So not always what people say they do is not always what they do. So we shouldn't really, as an industry, we shouldn't be that concerned by that. Of course, there is a lot of pressure from different sides onto people's wallets and onto people's minds, but it's not always what they say they do is not always what they do at the end of the day. And last but not least, there's two effects that we have been observing whilst looking into the data from 12 years ago. People are trading out and people are trading down. Trading out, mostly what we expect is really at these dinner occasions when nowadays people are calling in a delivery service. That's a very easy way to cut expenses if people start cooking more by themselves. And I think we've seen that in Karin's research as well. The more interesting thing is really this trading down. People are also actively trying to make their visits cheaper. Still go out and use the restaurant industry, but eventually skip a dessert or skip a starter or skip a second beverage. Make it cheaper that way. Looking more for price promotions, but also switching into cheaper segments. So it's going to be, again, mostly that quick service side of the industry that we see to be really benefiting from the current crisis in which we are. Thank you very much.